Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à cette présentation de notre projet de modernisation de nos règles de gouvernance. Mon nom est Charles Simard, président-directeur général de la CCQ. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation d'aujourd'hui. J'aimerais, dans un premier temps, saluer un peu particulièrement les gens du Cégep de Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine qui vivent une situation un peu plus difficile ces jours-ci avec l'incendie d'une partie des résidences de la journée d'hier. Alors, on leur offre évidemment tout notre soutien et notre compassion dans des situations, des moments difficiles comme ceux-là. Alors, aujourd'hui, on va parler de notre projet de modernisation de nos règles de gouvernance. Alors, la présentation va se faire comme suit. On va parler d'abord des raisons qui nous amènent à moderniser nos règles de gouvernance. On va parler du calendrier de travail. Après ça, on va aborder les trois règlements. Le règlement général, le règlement sur les élections et les nominations, enfin, le règlement sur la gestion financière. Et en toute fin, on parlera de dispositions transitoires, c'est-à-dire comment on va passer des anciennes règles vers les nouvelles règles. Alors, pourquoi moderniser nos règles de gouvernance? Bien, ça nous prend une gouvernance qui est au service de notre organisation. Des fois, la gouvernance, ça peut devenir très complexe et des fois, on peut avoir l'impression que c'est notre organisation qui est au service de la gouvernance. Alors, nous, on a voulu vraiment se doter d'une gouvernance qui est vraiment à notre service. On veut s'inspirer des meilleures pratiques parce que la gouvernance, c'est quelque chose qui évolue constamment. Il y a beaucoup de choses qui se font nouvelles. On va en voir d'ailleurs tantôt. Et on veut s'inspirer de ces meilleures pratiques. Il est important pour nous de favoriser une plus grande participation démocratique à la CCQ, donc de permettre à chacun des membres de pouvoir exprimer ses points de vue à travers les différents mécanismes qui sont prévus et également de susciter la participation à l'association. Tout ça dans plus de transparence. On va voir un peu plus loin comment. On veut également se doter d'une reddition de comptes efficiente. Alors, l'efficience, pour nous, c'est important. Puis, on le sait, c'est quoi la reddition de comptes à l'intérieur de nos collèges? C'est souvent des choses qui sont extrêmement complexes et lourdes. Alors, nous, on veut un système de reddition de comptes qui ne se veut pas lourd pour l'organisation, au contraire, mais qui permettent d'atteindre nos objectifs. Et tout ça s'inscrit dans notre plan stratégique 2017-2022, dont on s'est doté à l'automne dernier. Alors, tout ce programme-là faisait partie de notre plan stratégique. Le calendrier de travail, bien, aujourd'hui, le 17 mai, on fait la présentation du projet. La deuxième étape, le 29 mai, il y aura un autre webinaire qui, celui-là, sera interactif, qui va vous permettre de poser des questions, de répondre à celles qu'on aura déjà reçues, également d'entendre vos commentaires. Le 30 août, il y aura une autre séance identique, en fait, pour permettre de répondre à vos autres questions, également de recevoir vos commentaires. Parce qu'évidemment, on s'attend, on espère que chacun des comités locaux aura eu l'occasion de se réunir d'ici le 30 août pour pouvoir se faire une tête sur nos propositions. Le 5 septembre, c'est la fin de la période de consultation. Alors, à partir du 5 septembre, on espère avoir reçu évidemment tous vos questions, commentaires, suggestions pour qu'on puisse arriver à la mi-septembre avec la divulgation des versions finales. Alors, le bureau de direction va adopter des versions finales pour soumettre à l'Assemblée générale. Et le 7 novembre, lors de l'Assemblée générale annuelle, bien, il y aura vote à ce moment-là sur les propositions finales. Alors, la période de consultation, elle est extrêmement importante parce que c'est là, évidemment, qu'on peut faire changer des choses. Parce que le 7 novembre, en Assemblée générale, vous comprendrez ce ne sera pas le temps de venir changer les virgules ou changer un mot à un endroit ou à un autre dans un règlement, parce que, évidemment, on n'y arriverait pas à l'intérieur d'une assemblée. Alors, c'est pour ça que cette période de consultation-là, qu'on voulait quand même la plus longue possible, va nous permettre d'aller vers quelque chose qui va être vraiment, qui va vraiment représenter nos besoins. Alors, allons-y avec le règlement général. Alors, le règlement général, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On va inscrire dans le règlement général
la mission, la vision et les valeurs de l'association. Le règlement général va nous permettre également d'avoir une adhésion accélérée des nouveaux membres, parce qu'à l'heure actuelle, lorsqu'une personne est embauchée comme cadre, le processus fait en sorte que c'est le bureau de direction qui doit approuver les nouveaux membres. Donc, il peut y avoir un délai. Imaginez quelqu'un qui adhère, par exemple, le lendemain d'une réunion d'un bureau de direction, c'est seulement à l'autre bureau de direction que cette personne-là adhère. Alors, il y a trop un long délai. Alors, le règlement général va faire en sorte que maintenant, c'est le président-directeur général qui va pouvoir accepter les nouveaux membres, donc de procéder immédiatement à l'adhésion de ces gens. Alors, les compétences de l'Assemblée générale seront mieux définies à l'intérieur de ce projet. Les comités locaux vont devenir des sections locales, parce qu'un comité local n'est pas en soi un comité, là. Alors, on vient corriger un peu cette sémantique-là en parlant de sections locales. Les compétences de ces sections locales-là sont modernisées et l'autonomie des sections locales est préservée. Le bureau de direction qu'on connaît à l'heure actuelle sera remplacé par un conseil d'administration. Dans toute organisation, on doit avoir un conseil d'administration. Alors, nos statuts, nous autres, faisant en sorte qu'on appelait ça un bureau de direction. Dorénavant, ça s'appellera un conseil d'administration. Ce conseil d'administration-là sera composé de 7 administrateurs plutôt que 5. Dans les organisations, les bonnes règles de gouvernance nous dictent en fait qu'un bon conseil d'administration se situe entre 7 et 11 personnes. 5, c'est beaucoup, c'est très, très peu, là, si on veut, pour diriger une organisation comme la nôtre. Alors, on propose d'augmenter à 7 administrateurs le conseil d'administration. Il y a des règles qui vont nous permettre une meilleure représentativité. On va voir ça un peu plus en détail tantôt. Les compétences également du conseil d'administration sont modernisées. Le comité de gestion devient le comité directeur et les comités permanents sont mieux définis dans ce projet. Ce qui nous amène au règlement sur les élections et les nominations. Donc, ce règlement-là nous permet d'avoir des règles qui misent sur la transparence, l'équité et l'implication des membres. Le processus électoral qui se fait à l'heure actuelle en Assemblée générale se fera dorénavant avant l'Assemblée générale. Tous les membres seront appelés à voter. Dans le système actuel, seuls les délégués à l'Assemblée générale pouvaient voter pour les administrateurs et il devenait extrêmement difficile, voire quasiment impossible pour quelqu'un qui n'était pas délégué de pouvoir se présenter au bureau de direction, au conseil d'administration. Donc, ce sera un système qui va se faire, un processus qui va se faire avant l'Assemblée, mais c'est tous les membres qui vont être appelés à voter. On va nommer un président d'élection qui va s'occuper justement là, de tout le processus électoral. Et ce processus électoral-là va se faire en septembre et octobre. Donc, en septembre, il y aura un avis à tous là, des postes qui sont en élection. On va inviter les gens à poser leur candidature. Ils auront une période de temps également pour se faire connaître, transmettre, par exemple, des communications aux membres pour faire valoir leur candidature. Et au moins 2 semaines avant l'Assemblée générale, le vote va se faire. Ce sera un vote électronique. Et donc, on va savoir avant l'Assemblée générale comment sera composé le conseil d'administration à partir, mais leur mandat à ces gens-là va commencer uniquement après l'Assemblée générale. Là, ce que je vous dis là, ça ne se fera pas cet automne, évidemment, parce que les modifications n'auront pas été adoptées. On verra tantôt dans les dispositions transitoires comment on va passer d'un système à l'autre. Alors, il y aura élection à la présidence du CA, donc les gens qui vont vouloir être candidats à la présidence du conseil d'administration vont pouvoir le faire et ce sera à ce moment-là spécifiquement sur le poste de la présidence du conseil d'administration. Les administrateurs, eux,
seront élus, en tout cas, il y en aura 4 qui seront élus sans égard au titre d'officier. Donc, il n'y aura plus d'élection au poste de vice-président, trésorier, secrétaire, etc. C'est des administrateurs qui vont être élus et c'est le conseil d'administration qui va déterminer qui va occuper les autres postes, les autres sièges à titre d'officier. Alors, un processus prévu et transparent en cas de poste vacant. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un poste devient vacant? En ce moment, on n'a aucune règle. Donc, on était dans un système où c'était fait avec plus ou moins de transparence. Maintenant, il y a un processus qui est prévu, dépendamment de la durée restante du mandat, à savoir comment on va s'assurer de combler les postes vacants. Donc, ce qui nous amènerait à un conseil d'administration de 7 personnes. Donc, vous voyez le tableau avec la présidente du CA, 4 administrateurs qui seraient élus, et on voit également un administrateur complémentaire et un administrateur externe. Alors, on va regarder qu'est-ce que c'est ces 2 administrateurs-là. L'administrateur complémentaire, c'est un membre. Donc, les membres du conseil d'administration vont faire un appel pour pouvoir avoir un administrateur complémentaire. Alors, cette personne-là va permettre de compléter l'équipe des élus en misant sur une représentativité améliorée. Par exemple, si on avait trop d'hommes, par exemple, sur le conseil d'administration ou très peu de femmes, bien à ce moment-là, on pourrait s'assurer de la présence d'une femme supplémentaire. Même chose en raison de l'âge. Si on se rend compte qu'il n'y a pas de plus jeunes sur le conseil d'administration, on pourrait susciter la candidature d'une personne de ce groupe-là. Également par type de collège. Si, par exemple, il y avait une sous-représentation de collèges en région ou de petits collèges, par exemple, on pourrait chercher à combler en fonction de ces lacunes. Donc ça, c'est l'administrateur complémentaire, comme je le disais, qui est un membre de l'association, mais on va, par affichage, mais par élection, on va quand même cibler quels sont les besoins là, pour augmenter la représentativité de nos membres. On a parlé également d'un administrateur externe, ce qu'on appelle la cooptation. Alors, un administrateur externe, lui, ça nous permet de compléter l'équipe des élus en misant sur les compétences moins présentes. Je prends par exemple, si on n'a personne dans les 5 élus, plus la personne, par exemple, l'administrateur complémentaire, si on n'a personne qui a plus de facilité ou d'aptitude avec les finances, bien, ça nous permettrait d'aller chercher à ce moment-là un 7e membre du conseil d'administration qui pourrait avoir ce profil-là. Alors, c'est une tendance en gouvernance d'aller vers la cooptation, d'utiliser les services d'un administrateur externe. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'avoir quelqu'un qui pense autrement. Donc, quelqu'un qui, parce que l'administrateur externe, ce n'est pas un membre, ce n'est pas un cadre du réseau des collèges. Alors, c'est quelqu'un vraiment qui est externe à notre réseau. Alors, ça nous permet effectivement d'avoir quelqu'un qui va avoir une vision différente de l'association et nous permettre d'avancer encore plus loin. Alors, je reviens sur l'acétate, sur la constitution, si on veut, du conseil d'administration, avec les 5 élus, les 2 personnes qui sont non élues. Et ici, on aura un choix à faire parce qu'on peut y aller de cette façon-là ou il y a une autre méthode qui serait celle que les 4 administrateurs représenteraient des groupes. Alors, je vous explique comment ça fonctionnerait. Alors, il y aurait 4 groupes. Le groupe A, ce serait le groupe gérance. Groupe B, coordination et direction adjointe de service. Le groupe C, direction adjointe des études. Et le groupe D, les directions de service. À l'intérieur de notre membership, ces 4 groupes-là représentent une quantité de membres à peu près équivalente. C'est pas loin d'être 25 % dans chacun des groupes. Alors, si je reviens à cet acte-là, donc, on aurait une élection par groupe, donc, qui nous assurerait peut-être une meilleure représentativité. Mais là-dessus, on veut vraiment vous entendre à ce sujet-là parce que les deux modèles, que ce soit ce modèle-là ou les 2 modèles, présentent leurs avantages et leurs inconvénients.
mais on aimerait savoir vraiment qu'est-ce que vous en pensez, lequel des deux modèles devrait mieux servir les intérêts de l'association. Ce qui nous amène au dernier règlement, c'est le règlement sur la gestion financière. Alors, le règlement sur la gestion financière, qu'est-ce qu'il veut faire, lui? Alors, lui, il tient compte du respect de la capacité de payer des membres. Il nous permet d'avoir une gestion rigoureuse des fonds de l'association. Ça nous permet de maintenir des moyens raisonnables pour la défense de nos droits collectifs et individuels. Ça nous permettra également de favoriser le développement professionnel. Enfin, d'assurer une reddition de comptes efficiente. Alors, les changements sur ce qui touche la gestion financière, la première des choses, c'est que le droit d'entrée soit prélevé automatiquement. Ça a l'air anodin, là. Quand vous avez adhéré à la CCQ, vous avez évidemment payé un droit d'entrée qui était à ce moment-là de 5 $ et il fallait faire parvenir à la CCQ un chèque de 5 $ ou un billet de 5 $, ce qui représentait plus de problèmes que d'autres choses. Évidemment, le montant n'était pas significatif. Mais comme aujourd'hui, toutes les adhésions vont se faire de façon, à partir des prochains mois, de façon par le web, il n'y aura plus de documents papier qui vont être transmis et on ne veut pas que les gens commencent à devoir envoyer des chèques ou de l'argent par la poste. Alors, le droit d'entrée va être prélevé automatiquement, c'est-à-dire que le droit d'entrée est ramené à 1 $, qui est le minimum, parce que la loi nous oblige. On ne peut pas ne pas charger un droit d'entrée. La loi qui nous régit nous oblige à charger un droit d'entrée et le minimum prévu par la loi, c'est 1 $. Donc, on va le ramener à 1 $ et on dit que lorsque vous allez payer votre première cotisation prélevée à même votre salaire, bien, le 1 $ va faire partie de cette cotisation-là. On ne le chargera pas en plus. Donc, il va en faire partie, ce qui va éliminer là, cette paperasse-là et ces tracasseries-là. La cotisation régulière sera prévisible. Pourquoi? Parce que la cotisation régulière va être inscrite au règlement sur la gestion financière. Alors, une des lacunes qu'on a à l'heure actuelle dans nos règles, c'est que l'année financière commence le 1er juillet. Nous faisons notre assemblée générale au début du mois de novembre et on est déjà rendu dans le 5e mois de notre année financière et on ne sait toujours pas quels sont nos revenus. Alors, pour corriger cette lacune-là, on inscrit dans le règlement le taux de cotisation, le même taux qui est actuel de 1 %. Et si on veut le modifier, on va pouvoir le modifier, mais pour l'année financière suivante. Donc, ça va nous éviter de se retrouver dans une situation où on serait vraiment en problème si jamais l'Assemblée générale réduisait le taux de cotisation pour l'année qui est déjà en cours, comme je disais, qu'on est déjà rendu dans le 5e mois d'opération. Le règlement prévoit également l'obligation de présenter un budget équilibré. Alors, les fonds. Alors, le premier fonds, c'est le fonds d'administration générale. Alors, on vous avait dit en Assemblée générale dans les 2 dernières années que les futurs règlements, là, les modifications, allaient toutes prévoir comment les fonds seraient gérés parce que nous avons des fonds, on a des surplus. À chaque année, on se pose la question en Assemblée générale, c'est combien on devrait avoir. Alors, le projet de règlement aujourd'hui vient statuer sur ces besoins-là et vraiment venir dire à quelle hauteur on doit retrouver ces fonds-là. Donc, le premier fonds, c'est le fonds d'administration générale, c'est notre fonds de roulement, c'est notre coussin pour les imprévus. La cible de ce fonds-là, c'est la cotisation des membres de la dernière année multipliée par 25 %. On verra tantôt un exemple. Le deuxième fonds, c'est le fonds de défense professionnelle. Alors ça, c'est pour la défense de nos droits collectifs et individuels. On l'appelle également notre meilleure police d'assurance. Lorsqu'on se dote d'un fonds de défense professionnelle bien garni, souvent, l'employeur est assez au courant des moyens dont on dispose. Quand on a un bon fonds de défense professionnelle, on se fait moins, excusez l'expression, challenger, alors que si on n'en a pas les moyens, on risque de se retrouver plus souvent à devoir défendre des causes devant des instances judiciaires. Alors, quand on a un bon fonds, on dispose d'un bon fonds, à ce moment-là,
souvent, on en a moins besoin. Alors, la cible de ce fonds-là, c'est la cotisation des membres multipliée par 50 %. Les deux fonds, là, dans les faits, on les consolide à la fin de l'année pour voir s'ils sont à leur cible. Alors, on a vu tantôt c'était quoi la cible. Donc, 100 % de la cible, c'est évidemment l'objectif. Quand on se retrouve entre 75 % et 125 % de la cible, c'est ce qu'on va appeler la zone de pleine capitalisation. Donc, tant que je me situe entre 75 % et 125 % de notre cible, ça veut dire qu'on considère qu'on est pleinement capitalisé dans nos deux fonds. Si on est au-delà de 125 %, à ce moment-là, on sera en zone de surcapitalisation. Et la zone de surcapitalisation, va entraîner une remise, une ristourne aux membres parce qu'on n'est pas là pour accumuler des sommes juste pour en accumuler. Si on considère qu'au-delà de 125 % de notre cible, là, il y en a trop, on est en surcapitalisation. À ce moment-là, il y aura un ristourne aux membres. Enfin, si on est en bas de 75 %, à ce moment-là, on sera en zone de sous-capitalisation, ce qui va entraîner des mesures comme par exemple une cotisation spéciale pour pouvoir renflouer nos deux fonds. Alors, je vous donne des exemples. Alors, l'exemple du Fonds de défense professionnelle. Alors, la cotisation des membres, là, grosso modo, on parle d'1 million de dollars par année. Alors, ça veut dire que la cible du fonds est de 500 000 $. Alors, on va se retrouver en pleine capitalisation quand le fonds va être entre 375 000 et 625 000 $. Il serait sous-capitalisé s'il était en bas de 375 000 $. Et il serait surcapitalisé s'il dépassait 625 000 $. Je pense que j'ai sauté ma... Bon, il y a une acétate là, qui fait défaut. C'était l'acétate sur le fonds d'administration générale. En fait, c'est juste que les montants ne sont pas tout à fait les mêmes. La cotisation des membres à 1 million demeure la même, mais la cible du fonds, comme on disait que c'était 25 %, mais à ce moment-là, la cible serait à 250 000 $. Et évidemment, tous les chiffres en dessous viennent s'ajuster en fonction de la cible de 250 000 $. Alors, on a évidemment de l'argent, on a déjà des surplus. Alors, si au 30 juin 2018, là, si les règlements étaient adoptés, bien, les deux fonds seraient en surcapitalisation. Donc, quand je consolide les deux fonds, on a vu que l'objectif était de 750 000. Donc, si je vais à 125 % de ça, bien, il y a encore de l'argent. Alors, à ce moment-là, le mécanisme de ristourne serait déclenché, qui ferait en sorte qu'on ferait une ristourne pour l'excédent, donc qui serait d'environ 300 000 $ à ristourner auprès des membres. Il y a un troisième fonds qui, lui, est géré d'une façon complètement différente des autres fonds, parce qu'on a vu que les autres fonds, il faut qu'ils soient capitalisés, donc il y a des règles quand on est en sous-capitalisation, en surcapitalisation. Alors, ça, c'est une chose. Le fonds de développement professionnel, lui, n'est pas financé du tout de la même façon. Alors, ce fonds-là est constitué à partir du fruit de la fermeture du CPFC. On est en train de procéder à la fermeture du centre de placement et de formation des cadres. Donc, lorsqu'il sera fermé, il y a de l'argent qui va revenir à la CCQ. Alors, le fonds, il vise à offrir des formations gratuites ou à moindre coût. Alors, cet argent-là va être utilisé là, vraiment pour la formation professionnelle, soit pour le développement de nouvelles formations ou, comme on dit, d'offrir des formations soit gratuites ou à moindre coût. Ça va nous permettre également d'augmenter notre offre de services en région en offrant des formations qui autrement seraient déficitaires et également des formations dans les cégeps anglophones. Alors, ce fonds-là ne requiert jamais de nouvelle entrée d'argent. Donc, on prend tout simplement le fruit de la fermeture du CPFC, qui est un montant qui est autour de 400 000 $. On verra les derniers chiffres là, à la fin de l'année financière. Et on ne rajoute plus d'argent dans ce fonds-là, donc on ne le recapitalise pas. C'est uniquement à partir du fruit des placements, parce qu'évidemment, cet argent-là va être placé et le fruit des placements va nous permettre d'utiliser ces sommes-là.
et on dit que le CA va pouvoir dépenser jusqu'à 5 % par année de ce fonds-là. On espère, avec une politique de placement qui va nous permettre d'atteindre ces objectifs-là, de faire en sorte que le capital de 400 000 soit demeure ou même augmente un petit peu avec le temps pour contrer l'effet de l'inflation. Alors, gestion financière des sections locales. Alors, les sections locales auront le choix d'établir une cotisation professionnelle ou non. Ça, c'est important, cet élément-là. Alors, s'il y a une cotisation professionnelle qui est établie par la section locale, elle devient déductible d'impôt, mais sujette à des règles fiscales. Les règles fiscales, on va revenir là-dessus un peu plus tard au cours des prochaines semaines. On est en discussion avec notre cabinet comptable qui est en train d'analyser différentes possibilités. Donc, on est en train on aura des écrits à vous soumettre là-dessus parce qu'on voulait évidemment avoir quelque chose qui soit bien soutenu sur le plan fiscal. Alors, la section locale peut à sa guise, instituer une autre cotisation qui n'est soumise à aucune règle et qui ne donne aucun avantage fiscal. Donc, si pour vous, par exemple, vous décidez que vous voulez vous ramasser de l'argent pour votre partie de Noël, bien, vous allez pouvoir le faire, mais évidemment, cette partie-là ne pourra pas donner droit à une déduction fiscale parce que ce n'est pas admissible. Et ça, il n'y a aucune règle là, de la CCQ qui vient s'appliquer. Et si vous décidez de faire une cotisation professionnelle, vous allez le voir dans les textes du règlement, il y aura des conditions pour s'assurer que tout ça est conforme aux règles fiscales. Alors, si on adopte ces règlements-là, bien là, il faut voir comment on fait la transition, là, notamment, surtout en ce qui regarde la composition du conseil d'administration. Alors, comment ça va fonctionner? Alors, si c'est adopté à l'AG du 7 novembre prochain, le mandat des élus actuels serait prolongé jusqu'au 13 décembre 2018, donc jusqu'au 13 décembre, là, quelques semaines de plus. Et on enclencherait immédiatement un processus électoral entre le 13 novembre et le 13 décembre. Et les résultats des élections et l'entrée en fonction du premier conseil d'administration se ferait le 14 décembre 2018. Donc, les élus actuels prolongent leur mandat, donc il n'y aurait pas d'élection lors de l'Assemblée générale du mois de novembre. Et si c'est adopté, et là, à ce moment-là, tout de suite après l'Assemblée, on enclenche le processus électoral qui nous amène à la composition de notre premier conseil d'administration. Alors, je reviens au calendrier de travail. Donc, on avait la présentation aujourd'hui du 17 mai. Alors, la suite, le 29 mai, deuxième webinaire dans lequel vous allez pouvoir interagir, poser vos questions. On va émettre vos commentaires, donc tout ça va être possible. La même chose le 30 août. 5 septembre, la fin de la période de consultation. Mi-septembre, le bureau de direction va divulguer les versions finales suite, évidemment, à la consultation. Et le 7 novembre, l'Assemblée générale sera appelée à voter sur les propositions. À partir de cet après-midi, les documents vont être disponibles sur notre site Internet. Il y a beaucoup de documents qui vont être rendus disponibles, la présentation PowerPoint, les 3 projets de règlement. Vous allez également avoir un document comparatif qui va vous permettre de voir les anciens articles, surtout vous, lesquels ont été carrément abrogés. Donc, un article qui va vous permettre vraiment un document qui va vous permettre vraiment de comparer les anciens règlements et les nouveaux règlements. Vous allez avoir également les anciens règlements, les textes des anciens règlements, le décret, le règlement. Donc, vous allez voir beaucoup de documents qui vont être disponibles. Et également, la présentation que je suis en train de vous faire est enregistrée et elle sera disponible sur le site Internet probablement plus demain, parce qu'il y a un délai avant qu'on reçoive la vidéo. Donc, que vous pourrez visionner à nouveau au besoin ou que les gens, évidemment, qui n'auront pas pu assister à la présentation d'aujourd'hui vont pouvoir visionner. Alors, je vous dirais que ça complète pas mal la présentation d'aujourd'hui. On n'a quand même pas pris trop de temps. Il y a beaucoup de choses quand même. On espère, évidemment, de recevoir vos commentaires.
Il y aura également sur le site Internet un petit outil de sondage, mais dans les faits, qui n'est pas un sondage, qui va être l'outil pour nous transmettre justement vos questions et commentaires. Vous pouvez le faire à titre individuel ou au nom d'un comité local. Puis d'ailleurs, le sondage va vous le demander, est-ce que vous le faites à titre individuel ou au nom d'un comité? Donc, c'est important de nous transmettre ça. Vous pouvez les transmettre dès maintenant, il n'y a aucun problème, tout au long de la période de consultation, jusqu'à le troisième webinaire, en fait, il n'y a aucun problème. Et il y aura la possibilité également de le faire par chat en direct, si on veut, lors de la prochaine présentation du webinaire. Alors, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. On espère de recevoir vos commentaires, vos suggestions, parce qu'on veut évidemment que ces règlements-là vous représentent le mieux possible et nous permettent d'avoir la meilleure gouvernance possible pour mieux vous servir. Alors, merci beaucoup de votre attention et à bientôt.